Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Nous sommes le lundi 16 octobre 2023, il est 10h30 et nous sommes ensemble jusqu'à 11h30. On est en direct bien sûr. Alors aujourd'hui, première partie d'émission, nous parlons d'inclusion scolaire bien sûr et nous allons explorer les défis et les solutions liées à la scolarisation de tous les enfants, quelles que soient leurs différences. L'inclusion scolaire est la clé pour ouvrir la porte vers un avenir de diversité, d'acceptation et de succès pour tous les enfants. Pour en parler, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Farah Hassid. Vous êtes présidente de la Fondation Elias pour l'autisme. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mounia, bonjour à toutes et à tous. Avec nous aussi Madame Kenza Madi, vous êtes doctorante en orthophonie et orthophoniste à l'EPSP de Bouzrea. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci, bonjour tout le monde, merci à vous, merci moi pour l'invitation. Alors un sujet important qu'on traite souvent dans l'émission Ma famille, ma vie. Et je vais commencer par une question assez simple pour vous, mesdames. Quelle est la signification des besoins spécifiques dans le contexte de l'handicap? Madame Farah Hassid, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Et comment? Bon, tout d'abord, je vous remercie pour le thème de cette émission. Et effectivement, la question est intéressante du fait qu'il faut commencer par définir les besoins spécifiques, l'expression étant maintenant un synonyme du mot handicap. Oui. Quand on dit handicap, on dit besoins spécifiques. Et aujourd'hui, nous allons profiter pour mettre à jour un petit peu les données et informer nos téléspectateurs sur la définition actuelle de l'Organisation mondiale de la santé concernant le handicap. Maintenant, il n'est plus question de compter que la déficience, entre guillemets, ou bien l'incapacité. Maintenant, il y a d'autres facteurs qui rentrent dans cette définition du handicap, comme par exemple des facteurs personnels liés au niveau socio-économique. Il y a aussi d'autres facteurs externes à la personne qui peuvent être ou facilitateurs ou obstacles dans sa participation à la vie sociale. Et c'est là où rentre le handicap. C'est-à-dire si cette personne participe à sa vie sociale, si elle arrive à avoir des habitudes de vie, elle n'est plus en situation de handicap. Mais si par contre l'environnement, et là maintenant c'est comme ça qu'on définit le handicap, c'est l'influence de l'environnement sur la personne. La personne elle est née comme elle est comme elle est. On peut pas, c'est pas elle qu'on définit, mais c'est son environnement. Donc si l'environnement pose problème, si l'environnement pose des obstacles, la personne est en situation de handicap. Expliqué et publié par l'OMS dans ses diverses publications et classifications. Ici, en l'occurrence, c'est la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé. Donc, c'est comme ça qu'on définit le handicap. Ce n'est plus lié à la personne, mais c'est lié à son environnement. Voilà, donc on demande à tout le monde, toute personne qui rencontre une personne différente ou qui présente des troubles, de se poser la question, sommes-nous des facilitateurs ou des obstacles vis-à-vis de cette personne? D'accord. Et comment justement réussir l'inclusion à ce moment-là? À ce moment-là, eh bien, il faut justement ajouter des choses qui facilitent l'inclusion, les fameux besoins spécifiques. Qu'est-ce que c'est? Et notamment dans l'inclusion. Donc, par rapport aux besoins, par rapport à l'environnement, ce qu'il pourrait apporter à cette personne ou bien pallier à son handicap, c'est ça en fait. Ça peut être un apport technique, ça peut être un aménagement, parce qu'il faut préciser que ces définitions ont été faites à la base par des personnes en situation de handicap physique. Oui. C'est eux qui ont travaillé, qui ont pu introduire cette vision, pas uniquement médicale, mais aussi de droit humain et environnemental. Donc, vous avez l'aménagement pour l'accessibilité et puis vous avez l'aide humaine. Oui. Et c'est là où rentre, entre autres, l'auxiliaire de vie scolaire. L'auxiliaire de vie et toute une équipe pluridisciplinaire. Absolument. Qui rentre et dès qu'on a un doute, bien sûr, on consulte. Bien sûr, des orthophonistes, des psychologues, des spécialistes, même un pédiatre, n'importe quel spécialiste qui pourrait nous orienter, nous aider par rapport à ces difficultés ou des symptômes qu'on remarque sur l'enfant. Je suis orthophoniste de santé scolaire, donc c'est les premières personnes où ces enfants-là scolarisés vont être orientés chez l'orthophoniste et le psychologue scolaire. Donc le premier rôle qu'on a, c'est un rôle préventif déjà. Donc on se déplace déjà aux écoles, on fait le dépistage, on détecte ces enfants-là, on les repère,
on les convoque. Par la suite, ils bénéficient on fait de l'exploitation des programmes individualisés. Le troisième point, qui est très important, c'est qu'on assure la coordination entre parents et établissements, donc scolaires, directeurs et enseignants, aussi entre enfants et éducateurs. Donc là, bien sûr, par cohérence. Dans certains cas, dans ce genre de cas, Madame Farah Hassid? Oui, bon, l'AVS, effectivement, je rejoins Madame sur le fait que c'est un élément de l'accompagnement. Ce n'est qu'un élément. Et ça dépend des cas. Il y a des cas qui n'en ont pas besoin. Oui. Quand l'enfant est bien encadré, quand il est bien accompagné, quand quand il y a justement ces unités de dépistage et de suivi au sein des écoles, ça se passe merveilleusement bien. Et je dois dire que même les cas où il était prescrit des AVS pour eux, n'en avaient plus besoin du fait qu'il y avait un travail collégial entre les thérapeutes sur place, les enseignantes qui n'avaient plus peur du coup parce qu'elles étaient rassurées aussi. Rassurées. Une fois qu'on leur explique, c'est terminé. Et puis voilà. Mais l'auxiliaire de vie scolaire, c'est dans des cas bien précis où vraiment l'enfant ne doit pas perturber le cours. Donc elle n'est pas indispensable à tout élève. Ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Maintenant, si on parle justement des élèves avec troubles neurodéveloppementaux, parce qu'il n'y a pas que l'autisme, tout à l'heure nous avons vu une autre classification, elle a été affichée, c'est la classification internationale des maladies, la fameuse CIM, qui là montre que l'autisme fait partie d'un groupe de troubles. Il n'est pas tout seul. Vous avez les TDAH, les troubles, je veux dire, de l'attention, de l'apprentissage dans lesquels il y a les troubles 10. Il y a tous ces troubles-là qui sont à prendre en considération. Chaque trouble, il réagit différemment. Et le problème, peut-être que Madame pourra confirmer, le problème, entre guillemets, c'est les crises en fait. Parce que les enfants, qu'ils aient des problèmes de compréhension, bien de concentration à la rigueur, ça peut toujours passer et l'enseignante peut même laisser passer cela, mais quand il y a une crise, et c'est ça le sujet. Et comment justement réagir quand il y a une crise? Voilà, donc pour faire un raccourci un peu trop rapide, l'inclusion, ce qui pose problème à l'inclusion, c'est la crise. Pour résumer. Et cette crise, elle est vécue différemment d'un enfant à l'autre et d'un trouble à l'autre. Alors, vous avez certains, et ces crises sont d'ailleurs liées à un sentiment d'anxiété ou bien de pression. Donc, c'est pour ça que si, par exemple, un enfant se lève, il est en situation de crise. Si l'enfant commence à bredouiller, à dire quelque chose, selon l'enfant, il y en a qui pleurent, il y en a qui crient, il y en a qui se lèvent, il y en a qui veulent sortir de la classe, il y en a qui commencent à tourner dans la classe, il y en a qui commencent à frapper sur la table, etc. Donc ce sont des réactions où il faut l'intervention de l'auxiliaire pour ne pas perturber le cours. Ou de l'enseignante parfois. Quand vous ou de l'enseignante. On a justement une image qui explique comment réagir justement. Oui. Là, c'est un traitement comportemental. C'est une méthode connue par les thérapeutes. C'est la méthode ABA qui n'est pas non plus applicable à tous les cas. Voilà. Mais là, c'est en situation de crise. Il est conseillé, donc l'auxiliaire doit quand même avoir un minimum de connaissances pour savoir gérer une crise. Justement, c'est pour ça qu'on est là. Exactement. Oui, mais quand même, c'est-à-dire, elle peut pas. L'idéal serait de prendre l'enfant, de le sortir de la classe et de l'emmener dans le bureau de l'orthophoniste, de la spécialiste ou de la psychologue. D'ailleurs, c'est d'eux dont on a le plus besoin. Ce sont les orthophonistes, les psychologues, les ergothérapeutes, toutes ces personnes qui travaillent sur la thérapie, qui travaillent sur le développement de l'enfant. D'accord. Alors aujourd'hui, nous parlons d'inclusion scolaire, l'école de la diversité. Un reportage sur l'insertion des enfants en situation de handicap en milieu scolaire proposé par notre journaliste Yasmine Belhidja. Et on revient tout de suite après. L'éducation et l'enseignement sont un droit pour tous les enfants, y compris les enfants en situation de handicap.
Faut pas oublier que les enfants à besoins spécifiques peuvent étudier, réussir, mais surtout avoir une vie normale. Exactement, on a tous droit à une vie normale, on a tous droit à la scolarité, à suivre un parcours scolaire, mais avec bien sûr avec l'aide de tout le monde. Et aujourd'hui, on est en train d'en parler justement avec vous, Farah. C'est le droit à l'instruction, tout simplement. C'est le droit à l'instruction, quelle que soit la différence, quel que soit le trouble. Voilà. Donc ces enfants, on le voit bien dans ces images, qu'ils sont très éveillés, qu'ils maîtrisent le sujet abordé, qu'ils répondent aux questions, qu'ils réfléchissent et qu'ils comprennent tout ce qu'on leur inculque. Donc, que demande le peuple? Après ça, comment ne pas les inclure dans une école normale? Oui, exactement. Aussi,